Oui, bonjour. Alors, si vous le souhaitez, venez témoigner de ce qui peut vous fâcher ou de ce qui peut vous mettre en joie. Venez témoigner sur ma chaîne. Vous me contactez sur mon site philippebuffon.org et nous aménagerons un rendez-vous sur Zoom où vous pourrez me dire ce que vous souhaitez. C'est un espace qui est ouvert à tous, je dis bien à tous. Ça? Oui, oui, on n'est pas très loin du. On a une portée de fusil du Mékong et donc du Laos, puisque, comme tu le sais déjà, et bien mieux que moi, la frontière entre le Laos, enfin, au moins pour le nord-est de la Thaïlande, c'est le Mékong. Oui. Le Mékong, d'ailleurs, qui fait également la frontière avec la Birmanie plus au nord et avec le Cambodge plus au sud. Donc, le Mékong, c'est vraiment le fleuve royal ici. Oui, si les gens ont l'occasion de passer en Asie, il n'y a pas que la Thaïlande des îles et des plages, il y a aussi une Thaïlande de la Thaïlande khmer, qui date de l'époque khmer, donc avec des sites comme Ayutthaya, Sukhothai, qui sont vraiment de la grande époque 14e, 15e, un petit peu l'époque d'Angkor, en fait. Effectivement, il n'y a pas simplement des plages qu'on nous vend comme des îles de rêve. Ça, c'est vraiment la carte postale, c'est très limité. L'essentiel de la Thaïlande, c'est un monde agricole et un monde commerçant, du fait de, de la mainmise, qu'on peut dire ça. Là, je ne crois pas trop m'avancer en disant ça, de la Chine sur la Thaïlande. Mais en même temps, grâce à la Chine, la Thaïlande se fait développer. Et des gens qui, moi, je suis venu la première fois en Thaïlande il y a plus de 40 ans. Euh, cette Thaïlande-là a pratiquement disparu. C'est aujourd'hui partout, il y a des routes asphaltées, les Chinois sont en train de construire des autoroutes, Ah une oui. ligne TGV qui à terme ira depuis le Yunnan, donc le Yunnan qui est une province frontalière avec le Tibet, et qui ira jusqu'à Singapour. Donc le Yunnan, la préfecture s'appelle enfin, oui, la préfecture, c'est Kunming, Kunming, Vientiane, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapour. Donc tout ça, c'est aussi dans le cadre évidemment des fameuses routes de la soie. 50% de la population thaïlandaise est soit d'origine chômage, soit mixte. Donc et on le reconnaît facilement parce que dans toutes les villes, chaque famille ou chaque activité qui a une connexion familiale ou économique avec la Chine, il y a les fameuses lanternes rouges chinoises. Et dans la plupart des villes, une maison sur deux a devant chez elle comment dirais-je, une lanterne chinoise. Et donc oui, les Chinois ont développé énormément les infrastructures, aussi dans le cadre des routes de la soie. Et puis la Thaïlande est aussi un petit peu le terrain agricole de la Chine qui produit beaucoup donc de canne à sucre. Isan, c'est vraiment la canne à sucre. Beaucoup donc de riz, évidemment. Même si aujourd'hui le Vietnam a dépassé pardon, la Thaïlande en matière de production de riz. La Thaïlande qui était longtemps numéro peut-être un ou deux, peut-être aujourd'hui trois ou quatre. Mais en canne à sucre, peut-être qu'ils sont un. Donc la Chine a besoin de la Thaïlande pour des matières agricoles. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de ressources minières en Thaïlande. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de choses comme ça. La preuve, par exemple, l'électricité vient essentiellement donc des barrages hydroélectriques qui sont construits sur le Mekong et qui sont gérés par le Laos. Donc l'essentiel de l'électricité est importé en Thaïlande depuis le Laos. D'accord. Mais le Vietnam vraiment affirme sa souveraineté, même si effectivement il y a maintenant des interdépendances économiques avec la Chine, ce qui est plus vrai en Thaïlande, mais globalement, je veux dire, il n'y a pas il y a pas de fantasme comme il y en a en Occident aujourd'hui de voir les Russes débarquer demain à Paris ou à Brest. Il n'y a pas ça. Mm. Euh,
Et ça, c'est un petit peu la force des Chinois, c'est que eux, c'est il n'y a d'autres guerres que de guerres économiques. Il n'y a pas de militaire, il n'y a pas de char. On conquiert les pays par, L'économie. par l'économie et le financement. Ça me paraît quand même plus intelligent. Donc, aujourd'hui, il y a même les gens qui travaillent dans les rizières et tout, ils ont tous un smartphone. Ceci, on retrouve ça en Afrique, hein, je veux dire. On n'a pas développé les réseaux filières. Aujourd'hui, tout est le téléphone, c'est le téléphone mobile. Donc, oui, il y a une transformation même des mentalités. Et c'est ça aussi le fameux village global de McLuhan, c'est à un moment donné, c'est qu'aujourd'hui, la moindre information qui circule et le moindre truc qui circule, qui va sortir sur Internet, je ne sais pas où, en Angleterre ou aux États-Unis, sera dans les secondes qui suivent repris dans les rizières en Thaïlande. Euh, C'est hallucinant Jean-François, ça. Et le modèle. ouais, oui. Et alors l'information, qu'est-ce que vous pensez de l'information? Alors l'information, étant ici, bon, aujourd'hui, on, on peut être perdu au bout du monde et être finalement au cœur de l'événement. Ouais, Alors c'est quand je vois possible. par exemple qu'en France, après tout ce qu'on a pu dire et entendre sur Macron, déjà le fait qu'il était réélu pouvait être un petit peu quand même déconcertant, mais qu'aujourd'hui, après donc un début de deuxième mandat quand même pour le moins polémique, que son avatar devienne Premier ministre et soit comment dirais, promu comme personnalité politique préférée des Français, ça me laisse sur le flanc. Je me dis, donc l'histoire ne nous apprend rien, quoi. Je veux dire, il y a quand même à un moment donné, il y a peut-être quand même en France des gens qui ont une capacité à exercer le pouvoir que peut-être moins sujette à caution. Je n'arrive pas à comprendre que le pouvoir soit entretenu entre les mains d'une petite caste ou d'oligarchie, peu importe. Mais oui, ça me trompe. En Thaïlande, bon, c'est une dynastie, une monarchie, il y a donc une dynastie. Bon, les choses sont claires. En Chine, à la limite, bon, voilà, il y a le Parti communiste, il y a quand même un certain nombre de pays où on s'attend à ce que le pouvoir reste entre les mains du pouvoir, justement. Mais là, en France, c'est quand même plus troublant, quoi. Mais bon, c'est. Oui, et même sur les prises de position sur les grandes questions de géopolitique internationale, que ce soit l'Ukraine et tout, il y a une espèce d'illisibilité de la position où à un moment donné, enfin, pour résumer les choses, je dirais qu'on a l'impression d'être dans une dictature de l'émotion où il n'y a plus de recul, il n'y a plus de hauteur de vue, à un moment donné, de distance par rapport à la complexité du réel. Bien sûr que le réel est complexe, mais à un moment donné, si on est au comptoir d'un café, qu'on discute comme ça, autour d'une bière, bon, on peut avoir des positions purement émotionnelles, affectives, c'est humain, voilà. Mais là, on s'adresse à des gens, on parle de gens qui ont la responsabilité d'une nation et des interrelations géopolitiques avec les autres nations. Et ces gens-là semblent être dans la même réaction de très court terme, de très courte vue. Et ça me paraît très, très dangereux. Très Pour inquiétant. dire les choses autrement, c'est comme si l'histoire, finalement, ne nous avait rien appris. Hein. Nuremberg, plus jamais ça. Et depuis Nuremberg, ça n'a jamais, jamais, jamais cessé. Moi, je pensais quand même que, je ne sais pas, il y avait, avec les nouveaux moyens d'information, les nouvelles. Je veux dire, aujourd'hui, plus personne ne peut dire oui, mais j'ai fait l'objet d'une propagande et d'un bourrage de crâne. C'était vrai en Union soviétique, bon, mais aujourd'hui, voilà, on a accès à suffisamment d'informations pour avoir un point de vue éclairé. On peut dire oui, mais je ne savais pas. Hein, le fameux argument, oui, mais je ne savais pas. Aujourd'hui, on sait. Mais en fait, tout se passe comme si finalement on ne savait pas.
Et ça me, oui, ça me contre. Et quand je vois, par exemple, que c'est l'Afrique du Sud qui est obligée comment dirais-je, de porter devant la Cour pénale internationale une mise en accusation d'Israël pour ses comportements à Gaza, factuellement, je dirais, il ne s'agit pas d'idéologie, de dire il y a les bons, il y a les méchants, voilà, il y a un moment donné, il y a des choses qui peuvent être qualifiées pénalement. C'est l'Afrique du Sud. Et pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud a fait l'expérience de l'apartheid. Les Africains du Sud ont fait. Donc, si une nation peut être sensible à la question de l'apartheid, que vivent les Palestiniens de Gaza. Ça, je veux dire, objectivement, je veux dire, euh, comment dirais-je, d'Antonio Guterres aux Nations Unies, à Ronnie Broman, l'ancien président de MSF, à De Villepin, enfin, je veux dire qu'il y a un certain nombre de gens qui sont loin d'être des insoumis, comment dirais-je, furieux, qui à un moment donné nomment les choses telles qu'elles peuvent Oui. l'être. Et, eh bien, pourquoi c'est intéressant l'exemple d'Afrique du Sud? Parce que ces gens-là, qui non seulement ont connu l'Afrique du Sud, Mandela, à l'époque, était considéré comme un terroriste. Il était qualifié au sens, dans les médias et partout, donc de terroriste. Mhm. Cet homme a fini par être non seulement président de la République, un ancien terroriste, mais surtout donc d'arriver à réconcilier une nation. Donc c'est intéressant comme exemple. Et moi, j'ose croire, on est en début 2024, on peut faire des vœux qu'un jour, les Palestiniens, les Israéliens seront capables de vivre en bonne intelligence. Quand ils seront débarrassés des suprémacistes messianiques, enfin des gens qui considèrent que le droit international a été écrit dans la Torah. Je veux dire, ça paraît hallucinant, quoi. En 2024, d'utiliser des textes religieux qui ont plus de 2000 ans comme, fondement juridique. Ouais. C'est, je veux dire, on a perdu la raison. Je veux dire, On marche sur la tête. alors comment On marche sur la tête. on marche sur la tête à un moment donné. Détendons-nous, mettons-nous autour d'une table, discutons. Mais si effectivement on dit oui, mais d'après Abraham, c'est une terre sainte qui m'a été donnée par Dieu. Il n'y a plus d'argument possible. Qu'est-ce qu'on peut opposer comme argument rationnel à quelqu'un qui disant oui, mais ici c'est chez moi parce que c'est Dieu qui me l'a donné. Je veux dire, ça paraît fou, quoi. En 2024. Alors, on peut se moquer donc comment dirais, des créationnistes évangélistes aux États-Unis ou des mormons, machin truc, mais on est dans le même type de délire biblique ou Mhm. messianique. Non, il faut à un moment donné retrouver la raison. Et en même temps, dans une époque qui a tellement perdu le sens je sais pas quoi, peut-être le sens des valeurs ou même simplement le bon sens, on se raccroche Ah, n'importe à n'importe quoi, je veux dire, quoi, n'importe quoi. à des sources qui n'ont plus rien de rationnel. Aïe, voilà. Donc et quand je vois effectivement les Russes et les Ukrainiens s'entretuer et tout, des gens qui parlent la même langue, comment on en est arrivé là, quoi? C'est ça qui me désespère parce que et je pense qu'aujourd'hui encore, comme à l'époque de Verdun, quand Anatole France disait que on croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels, c'est encore ce qui se passe en Ukraine. Bon, Gaza, c'est différent. Gaza, c'est différent. Mhm. On meurt pour d'autres raisons que je et c'est très complexe, on n'en parlera pas. Mais ça, c'est désespérant. De voir qu'encore en 2024, là en début, c'est Moi, je trouve que enfin, la position de l'Union européenne par rapport à l'Ukraine est évidemment la position de nos dirigeants, mais c'est une folie furieuse. Mais une folie parce qu'on... furieuse. Mais il y a quand même quel sénateur américain, là, et tout ça est acté, documenté, hein, qui a dit nous, pour leur soutien à l'Ukraine, c'est nous fournissons les armes, vous fournissez les cadavres. Mais ça paraît hallucinant, quoi.
Ouais. Ça paraît hallucinant. Donc, et il a dit, ah oui, et il a ajouté, nous soutiendrons l'Ukraine jusqu'au dernier Ukrainien. Mais je veux dire, mais quel cynisme, quoi. Comment est-ce qu'on peut parler comme ça, quoi? Donc, mais en même temps, voilà, c'est à partir du moment où on a vendu cette guerre-là comme la guerre, une guerre de civilisation du bien contre le mal, c'est tout. Et évidemment, tout le monde a envie d'être dans le camp du bien. Donc, les Occidentaux, évidemment, c'est Zelensky, et les autres en face, bah aussi, c'est. Mais les gens ont oublié que les Allemands, les nazis, avaient sur leur ceinturon marqué Gott mit uns. Gott mit uns, Dieu est avec nous. C'est, ça paraît dingue, quoi. Ouais. Aujourd'hui, on nous vend donc voilà, la guerre, le soutien inconditionnel à l'Ukraine comme la condition de notre survie. C'est pratiquement une guerre existentielle, hein, comme Israël défend sa position. Bilan des courses, les prix de l'énergie ont explosé. Le, L'inflation, je veux dire, le panier de la ménagère, maintenant, il a subi les contre-coups de tout ça. Donc, du coût de la guerre, d'une guerre qui aurait pu être évitée, qui aurait dû être évitée. Donc, à un moment donné, ça ne concerne pas seulement le petit monde des intellectuels ou des gens qui s'intéressent aux grandes questions politiques. Ça intéresse la ménagère qui va faire ses courses. Parce que son quotidien, il est impacté par ces choix-là. Donc, pour la première fois, enfin, non, d'ailleurs, ça a été vrai tout au long de l'histoire, les grandes questions de civilisation impactent directement la vie des gens dans leur quotidien, comme ça avait été le cas à l'époque des Gilets jaunes. Sauf qu'à l'époque, il y avait pas encore eu le Covid, il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine, il n'y avait pas eu tout ça. Donc, je me dis qu'à un moment donné, redonner la parole à ces gens-là, dire voilà, on vous vend ça comme un truc, comme s'il n'y avait pas d'autre choix que celui-là. Donc, le choix des armes. Mais ce choix des armes-là, il impacte directement votre vie. Je veux dire, maintenant, on vous demande de porter un col roulé, de réduire le chauffage, d'aller bosser en vélo, machin truc et tout. Et pendant ce temps-là, on dévaste des pays, on libère des quantités de saloperies dans l'air et tout. Et alors, c'est ça On tue je l'écologie. ne sais combien d'hommes. Enfin bon. Et sans parler du désastre humain, de la tragédie humaine. Donc, tout ça n'a pas de sens. Tout ça n'a pas de sens. Malgré tout, on arrive à convaincre le gros de la troupe que tout ça a un sens, Ouais, c'est que incroyable. c'est celui donc du bien contre le mal. Ouais, Évidemment, tout le monde a envie de dire oui, mais quand même, complètement si fou. c'est nous les gentils, ça vaut le coup, quoi. Non, on n'est pas les gentils, on est les dindons, c'est pas pareil. Mm. Non, 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 c'est Et alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est la énième guerre du bien contre le mal. La population est en danger, nous allons la sauver. absolument, La première guerre comme ça a été, ça a été la Somalie. Les populations absolument. somaliennes sont en danger. Boum. Et à partir de là. Mais, Mais ça, mais, Roman le décrit très bien, ça. pardon, qui? L'ancien directeur de Broman, Danny Broman. Ah, ok, oui, oui, absolument, oui, oui, bien sûr, oui, oui. Mais enfin, ceux qui le décrivent aussi très bien, ça, c'est Noam Chomsky dans le fameux bouquin Propagande, pardon, La fabrique du consentement, Mhm. où il montre très bien comment on va fabriquer des ennemis et on va légitimer des guerres. Et un autre d'ailleurs qui est moins connu que le fameux livre La fabrique du consentement, c'est le bouquin d'Edouard Bernays qui s'appelle Propaganda. Edouard Bernays qui était donc le neveu de Sigmund Freud. Donc ça situe. Et ce type-là, il avait très bien compris qu'en fait on pouvait tout vendre à l'opinion. Une guerre et qu'on pouvait vendre une guerre comme on vend un nouveau savon ou un nouveau shampoing. Et le meilleur exemple, c'est quand en 1954, c'était au Nicaragua, je crois. Oui, je crois que c'est au Nicaragua. Il y avait une élection et le président, qui était un socialiste bi- tendance rouge, a fait une réforme agraire. Donc, pour redistribuer les terres des grandes latifundas, enfin des grands domaines
agricoles, ce qu'il appelait les sans-terre, les paysans sans-terre. Alors c'est intéressant parce qu'il se trouve qu'à l'époque, le directeur de la CIA s'appelait Allen Dulles. Il était propriétaire d'une bananeraie de 10 000 hectares dans ce pays-là. Et sa propriété était donc menacée par la loi agraire. Entre parenthèses, le frère de... Il y avait les deux frères Dulles. Son frère a été impliqué dans le plan de financement des cartels industriels nazis jusqu'en 1941, avec la banque JP Morgan et le directeur de la Deutsche Bundesbank, qui était le beau-frère, qui était directement lié au directeur de la Banque d'Angleterre. Donc, il y avait des collusions entre la Banque d'Angleterre, la Deutsche Bank, JP Morgan. Et l'un des intermédiaires, c'était l'un des deux frères Dulles. L'autre est devenu le tien. Alors, pour en finir avec cette histoire d'Edouard Bernays et de propagande, il a fallu vendre à l'opinion la légitimité d'une intervention militaire au Nicaragua. Et donc, en fait, ils ont vendu. Alors, il faut préciser qu'on était en plein macartisme et que les Américains étaient phobiquement anticommunistes. Les communistes mangeaient leurs enfants. Hein, c'était voilà, anthropophages, enfin, sodomie, tout. Et donc, c'était des communistes et qu'ils ne s'arrêteraient pas là. Hein, qu'ils allaient ensuite gagner, je ne sais pas quoi, le Mexique, et que par contagion, un jour ou l'autre, les communistes, les sanguinaires, les anthropophages, attaqueraient les États-Unis. Et que le fameux concept de guerre préventive qu'a utilisé Israël, ils ont donc organisé un coup d'État et renversé Arbenz. Le type s'appelait Arbenz. Mais tout ça est très documenté. Hein. On retrouve tout ça sur Internet, c'est hallucinant, quoi. Et donc, on a vendu à l'opinion le fait qu'il y avait des méchants. Alors aujourd'hui, il n'y avait pas comme aujourd'hui. En 54, il y avait une télévision, il devait y avoir deux ou trois chaînes. Je veux dire, il y avait une parole monolithique. Hein. Et l'opinion de ça, c'était merci les boys, vous nous avez sauvés de la contagion de la peste rouge. Ça s'appelait la peste rouge. On a vendu ça. Donc, le bien, c'était d'aller déstabiliser le truc, et le mal, c'était un type qui avait été élu démocratiquement et qui avait entrepris une réforme agraire pour redonner un petit peu de terre à ceux qui n'en avaient pas. C'est ça qui est terrifiant. Alors aujourd'hui, c'était documenté parce que tous les documents ont été déclassifiés. Donc aujourd'hui, les historiens ont accès à tout ça. Donc on pourrait se dire bon, ça va quoi maintenant. Mais non, non, non. Hein, Non, on nous a on fait le continue. coup. On continue On sur nous a fait le notre coup au Koweït avec les trajectoire. fameuses couveuses. La fameuse infirmière qui avait été interviewée en commission de l'ONU était en fait la fille de l'ambassadeur et que tout ça était vraiment pipoté d'une manière extraordinaire et tout. Tout ça était avéré. La fiole de Colin Powell aux Nations Unies et même l'intervention en Libye. Donc la connaissance est disponible. L'information objective, actée, documentée, elle est disponible. Mais non. Et voilà, le gros de la troupe. Alors, il n'y a pas de vision sur le long terme. Leur seule vision, c'est celle d'un mandat. Et au mieux, Ouais, c'est ça. comment dirais d'une réélection. Euh, alors, est-ce qu'il y a eu un âge d'or où les gens avaient une vision sur le long terme? Peut-être. Alors, on dit que De Gaulle était de ces hommes-là. Oui, probablement. Oui, mais c'est. Je pense qu'un Alors, type, un type comme Poutine, quels que soient les jugements qu'on peut avoir sur lui, il a il a une. une vision. Il a quand même une vision pour Pour son au-delà d'une pays. société, presque d'une civilisation. Et Comme ça, je le crois profondément. comme le numéro un chinois a une vision pour la Chine. Comme Xi Jinping a exactement, ce type-là a une vision sur le long terme. Mm. Il y a une intelligence de la vision qu'on partage ou qu'on ne partage pas, peu importe, mais Oui, on doit oui, reconnaître le fait. Hein. Et j'ai même envie de dire, comme le Christ, sous réserve qu'il ait réellement historiquement existé, oui. pouvait l'avoir en disant
aimez-vous les uns les autres. Moi, je crois que on n'a jamais proposé aux hommes de plus beau projet de société que celui-là. Aimez-vous les uns les autres. Alors, l'espoir, Ben, parce que l'espoir, là, on est un l'espoir, peu catastrophe, hein. oui, non, l'espoir, c'est au niveau individuel, c'est au niveau des gens qui, à un moment donné, peut-être vont. Alors, c'est pour ça que moi, j'avais cette idée, tu vois, que des gens, comme à travers ton initiative et d'autres, par ramification, tu vois, par arborisation, euh, que les gens se créent des petits comités informels, une espèce de forum citoyen où les gens se rencontreraient, mais alors sans ostraciser celui qui n'est pas de son camp ou de sa chapelle ou de son dogme. Dire non, 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 pardon, tout le monde est bienvenu. Pardon, excuse-moi. Tout le monde est bienvenu. Oui, on vient d'avoir une secousse sismique de, ça doit être 6,2, mais le bâtiment a tenu. Le téléphone est tombé, mais le reste a tenu. Non, pour redevenir sérieux, donc voilà, il y a des gens qui mettent à notre disposition un fonds documentaire ou des analyses. Et il y Donc, a des gens il y a qui. une autre voie. Pardon? Il y a une Ah autre oui, voie. non, mais moi j'en suis persuadé. Mais le problème, c'est que c'est l'émiettement, c'est la dispersion des éléments. Et moi, ce que j'aimerais, je l'ai d'ailleurs déjà proposé à des responsables politiques, d'organiser des forums, mais sans, comment dirais-je, sans chapiteau, sans label.